Bonsoir à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver ce soir sur cette libre antenne d'Europe 1 pour 2 heures de direct. Être en peine ou en difficulté n'est pas être incapable ou inapproprié à la vie en société. Comme d'ailleurs le dit le proverbe, même une horloge cassée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Ainsi, le témoignage de vos accidents de parcours ou brusqueries de la vie ne manque pas de faire écho à ceux de nos auditeurs. Et ce que nous tricotons ensemble lors de vos appels les accompagne aussi sûrement que vous dans leur besoin d'être entendus et compris. C'est au 39 21 que je vous attends pour faire de vos voix retentir celles de tant d'autres. Mais si vous préférez la participation brève et bienveillante, dans ce cas, je vous invite à l'envoi de SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit en lettres majuscules et de votre message. Ce soir, Frédéric Dervin réalise cette émission et c'est Fanny et Bastien qui sont les mains sur leur combiné de téléphone pour vous accueillir ce soir. Voilà, c'est parti. La libre antenne, c'est maintenant le 39 21. Venez vous confier à Catherine Blanc sur Europe 1. Et nous attaquons, décidément ce soir, nous attaquons tout de suite avec l'accueil de Patricia. Bonsoir Patricia. Bonsoir Catherine. Alors, je vous écoute Patricia. De quoi nous parlez-vous ? Alors, je vais vous parler, je suis en train de me retrouver parce que ça fait des années ça fait 8 ans que mon mari est décédé et depuis je me cherche en permanence. Mais vous êtes en train de vous retrouver ou vous peinez à vous retrouver justement ? Non, je peine à me retrouver. D'accord. Alors, vous avez vécu, remettons un peu peut-être le contexte de votre relation de couple. Vous avez vécu combien d'années avec votre mari ? 2 ans. 2 ans, d'accord. Donc, avant lui, vous étiez toute seule ? Oui, j'étais divorcée. Oui. Et vous êtes restée longtemps seule avant de rencontrer votre mari ? Oui. Votre second mari ? Oui. D'accord. Et là, vous y arriviez ou vous étiez aussi dans la peine de la séparation ? Est-ce que c'est la notion de deuil ou c'était... Non. Le divorce avec le père de ma fille, c'était un choix que j'avais assumé. C'était vous qui étiez à l'origine de la séparation ? Oui. D'accord. Parce que, voilà. Et c'est une relation qui m'apportait plus rien en tant que femme. Oui. Donc on a divorcé. Et après, le père de ma fille, nous avons toujours une relation très amicale. D'accord. Et quand j'ai rencontré mon second mari, oui. Il avait un cancer. Et donc dès le départ, je le savais. D'accord. Et je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Et ce cancer, il était, à ce moment-là, vous saviez que c'était incurable et vous l'avez accompagné parce que vous êtes tombée amoureuse de cet homme, ou est-ce que vous avez pensé que vous pouviez gagner sur la maladie l'un et l'autre ? Lui, il espérait gagner. Moi, je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Mmh. Donc c'est vraiment avec quand même l'idée que les jours étaient comptés, que vous êtes rentrée dans cette relation, que vous l'avez épousée et que vous l'avez accompagnée jusqu'à cette triste fin. Mmh. Et dans ce temps-là, en fait, donc du coup, votre histoire est une histoire toute courte puisqu'elle n'a duré que 2 ans. Oui. Et donc, elle n'a pas eu le temps de déchanter malgré la maladie. Il n'y a pas eu, vous avez eu comment s'est faite votre relation ? Parce que j'imagine qu'il y a des moments où il a dû être en souffrance physique, bien sûr, mais en souffrance psychique, peut-être en colère. La souffrance physique, non, colère, il n'a jamais été en colère. D'accord. La souffrance physique, c'était, il faisait de la chimio tous les 15 jours. Oui. Et quand il rentrait de la chimio, c'est vrai qu'il était épuisé. Bien sûr, bien sûr. Et je ne l'ai jamais entendu dire j'ai mal, je souffre, jamais. Mmh. Par contre, les 3 dernières semaines qui ont suivi son décès, oui, là par contre, j'ai dû transformer l'appartement en lit en chambre Médicalisé, hospitalière. bien sûr. Mais non, c'était quelqu'un de très volontaire. Et alors ce chagrin qui est le vôtre, qu'on peut évidemment tellement comprendre, Patricia, donc qui dure maintenant depuis 8 ans,
Comment Oui. ce ces années, qu'est-ce que vous en avez fait de ces années? Qu'est-ce que vous travaillez? Vous avez des enfants? Enfin oui, vous avez des enfants, Oui, vous m'avez dit. je travaille Mmh. en plus dans un EHPAD. Oui. Ah oui, donc vous êtes en plus habitué à accompagner les gens. Oui. D'accord. J'ai, une fille, je suis, mamie, Oui. mais je sais pas comment l'exprimer. C'est pas enfin, c'est pas que je m'interdis de revivre quelque chose, c'est que non, ça me fait heu, j'essaie de sortir, de bouger, mais non, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui me donne ce déclic. Mmh. Et pourtant, vous me disiez, vous avez déjà vécu seule Oui, et vous aviez pu être heureuse en vivant seule ou vous étiez quand même dans une difficulté à trouver un point d'appui de joie? Est-ce que vous avez besoin d'être en couple, d'être avec quelqu'un pour pouvoir porter votre vie, accompagner et tendre vers des projets? mais je me dis que voilà, j'ai 59 ans, heu, Mhm. j'ai pas envie de terminer seule, quoi. Ah ouais, bien sûr, vous êtes toute jeune. Vous avez, heu, vous avez des tas de choses encore à vivre et à partager, bien sûr. Pour autant, en attendant d'être dans la rencontre ou dans la vie de couple, vous avez aussi une opportunité de cette jeunesse vous permet aussi de faire des tas de choses pour rendre votre vie douce, belle et du coup être assez, désirable. Parce que c'est parce qu'on est pétillant de vie aussi qu'on est désirable par les autres ou vu par les autres. Je suis quelqu'un de très ouverte et j'ai des amis, Mmh. heu, mais ça s'arrête là. Puis bon, voilà, j'habite, dans une région où il y a pas de restaurant, il y a rien. Oui, Donc donc vous vous sentez un peu enfermé, un peu en boucle sur vous-même, c'est ça? inconsciemment peut-être, oui. Mmh. Et votre famille, où est-elle? Elle est à proximité de vous? Ma fille, habite à 30 kilomètres D'accord. et vu, mon travail, beh, je la vois tous les 15 jours. Mmh. Bien sûr. Et votre vie professionnelle, c'est une vie qui est heureuse ou c'est une vie, Non, lourde pour vous? non, lourde parce que, donc je suis passée en mi-temps thérapeutique, vu que j'ai des problèmes de santé, je me suis fracturé la cheville, donc je suis en mi-temps thérapeutique. Mmh. Et donc, comme les réglementations en EHPAD, au niveau des visites sont réglementées, Oui. donc je suis cantonnée à gérer les visites. Mmh. Et Donc ça fait vous n'êtes 36 ans que je travaille en EHPAD et j'ai jamais fait ça de ma vie. Et je me sens relayée comme le wagon qu'on laisse au bord du chemin de fer, quoi. d'accord et parce que vous avez perdu le contact avec les locataires, enfin les personnes qui sont dans l'EHPAD et c'était important pour vous? C'était un lien social? Et là, vous avez le sentiment d'être dans quelque chose de plus administratif, plus éloigné de tous, de la vie de l'EHPAD, c'est ça? Oui, parce que certains résidents, je les connais depuis des années Oui. et c'est vrai que même eux, ils l'expriment. Mmh. Et vous avez quand même la liberté d'aller les voir ou à cause justement de la situation sanitaire, vous devez rester cantonné à votre rôle? Alors ma liberté, d'aller les voir, c'est, je finis, la réglementation m'autorise à finir les visites à 18 heures. Mmh. Donc je monte à 18 heures et je vois, les résidents pendant 1/2 heure. D'accord, d'accord. Ce qui est satisfaisant parce qu'ils vous renvoient des choses agréables de vous, le fait que vous leur manquez et Exactement. vous échangez avec eux. Parce que si vous me dites que vous êtes dans une région où il n'y a pas de restaurant, où il y a pas beaucoup d'activités, les liens sociaux sont assez limités. Donc c'est important, votre vie professionnelle, pour ces Ah liens ben sociaux. oui, mais ça fait 36 ans que je fais ce métier. C'est vrai que, voilà, on Bien sûr. choisit pas ce métier, par hasard. Non, alors justement ce métier que vous avez choisi qui demande quand même beaucoup de compassion, beaucoup de D'écoute, générosité, de d'écoute, compréhension. absolument. C'est quand même un métier où vous avez passé votre vie à accompagner des gens dans les derniers temps de leur vie. Et là, Exactement. vous me parlez d'un mari que vous avez rencontré en connaissance de cause dans ce même accompagnement. Oui, mais ça a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Oui, mais bien sûr que ça n'a rien à voir. Ça, je sais, en termes émotionnels. Je parle simplement en termes de structure. C'est-à-dire que vous êtes toujours celle qui reste et les autres disparaissent, comme s'ils vous abandonnaient d'une certaine manière. Ce que je voulais dire, c'est que vous créez des liens et vous êtes toujours celle qui voit les autres partir, en quelque sorte. Et je m'interrogeais, est-ce que c'est propre à votre métier, puis Non, le du tout, hasard de du tout. votre... Est-ce que vous avez déjà connu ça avant? Est-ce que, par Non. exemple, dans votre vie d'enfant, vous avez été dans des relations vous n'avez pas perdu de parents, vous n'avez pas perdu de proches? Ouf, attendez, alors là, si vous partez sur ce terrain, On va s'y en retrouver. 1985, j'ai dû enterrer mon fils, D'accord, mort subie du nourrisson. d'accord. Ça en fait des pertes qui vous laissent sur le bord du chemin, hein. En octobre 85, j'ai dû dire au revoir à mon papa. Ouais. Donc oui, inconsciemment, la vie m'a quelque part, je sais pas si c'est forgé, c'est En tout cas, ça vous quel laisse. mot vous dire Oui, pardon? quel mot vous diriez-vous? J'ai l'impression, enfin, j'ai le sentiment que on vous dit, on vous quitte, que vous restez sur le bord de la route, comme vous disiez, à côté de la voie de chemin de fer, vous montez pas dans le wagon, et que les gens vous quittent et que vous restez seul et vide. Alors quand c'est un bébé, pensez donc, quand on a porté un bébé et qu'on perd ce bébé, son nourrisson, c'est extrêmement douloureux. Je crois qu'il n'y a pas plus douloureux. Et puis après, il y a un papa. Et puis alors là, même si c'est dans l'ordre des choses, ça ne veut pas dire que c'est confortable, même quand on est adulte. Et puis après, il y a un mari. Et votre métier vous y expose également au quotidien, ou en tout cas régulièrement. Ça fait beaucoup de gens que vous voyez partir. Et évidemment, comment se réjouir de la vie, trouver que youpi badaboum, la vie est gaie, qu'on a plein de choses à faire. C'est assez compliqué quand on est lié affectivement à des êtres, de s'accorder le droit d'être heureuse et de rebondir et d'avoir plein de projets quand eux, la vie s'est arrêtée. Oui, mais enfin, ça, enfin, je sais pas comment vous l'exprimer. Euh, le décès de mon fils, j'ai fait le deuil. Le décès de mon papa, j'ai fait le deuil. Pardon. Le décès de mon mari, je fais le deuil. Mhm. Mais malgré ça, euh, comment vous dire, je sais pas si je peux arriver à de nouveau avoir une relation avec quelqu'un. C'est, je sais pas. Alors, techniquement, je vous dirais que oui. Bien sûr que vous pouvez arriver, mais la question est, est-ce que je peux m'autoriser à avoir une nouvelle relation, m'autoriser à rebondir encore et encore après tout ça? Et c'est sûr que le cumul, les deuils vont les... Honnêtement, Oui, pardon de vous couper. non, je vous en prie. Honnêtement, je pense que oui. Parce que voilà, ça fait maintenant, ça va faire 8 ans qu'il est décédé. Et puis je me dis, non, c'est pas possible. À Mm. 59 ans, Ah oui, on n'arrête pas de sa vie, on est encore une femme, on a encore envie de plaire, on a encore envie de désirer, on a encore envie de construire, bien sûr. c'est plus construire et puis enfin, pas la sécurité, enfin, le mot est pas juste. Euh, je sais pas comment vous expliquer. 59 ans, voilà, avoir quelqu'un avec qui dialoguer, échanger. Comment vous l'aviez rencontré, votre mari, et où l'aviez-vous rencontré, puisque vous me dites être dans une région assez désertée en termes d'activité? En fait, c'est une collègue à moi qui m'a invité un soir chez un ami commun. Mhm. Et j'ai rencontré mon mari à Dans cette soirée? cette soirée. Oui. Donc on a échangé et voilà, ça a été. Le coup de Et- foudre? ah oui, exactement, oui. Mhm. Puisqu'on s'est rencontrés en juillet 2011, Oui. on s'est mariés en juillet 2012 Mhm. et il est décédé en août 2013. C'est bien court tout ça. Et aujourd'hui, pour rencontrer quelqu'un, est-ce que vous savez par quel bout vous y prendre? Est-ce que, est-ce que vous sortez toujours, ou est-ce que votre tristesse et votre deuil qui se fait peu à peu, mais qui pèse, vous empêche ou vous donne pas envie de Non, mon sortir? deuil, il ne me pèse pas. D'accord. Non, au niveau du deuil de mon mari, enfin,
je sais pas comment vous l'expliquer. Quand mon époux a fait son dernier scanner, il m'a dit, moi, il est hors de question que je meure à l'hôpital. Si je meurs, c'est chez moi. Mhm. Donc je lui dis, ben oui, ok. Donc le matin, je me suis présentée à l'hôpital. Le cancérologue, il me dit, vous savez à quoi vous attendez? J'ai dit, écoutez, honnêtement, pas vraiment. Mhm. Mais c'est son choix et je respecte sa volonté. Mhm. Et ça s'est Donc j'ai passé. géré. Est-ce que vous avez, ça a dû être lourd psychologiquement et physiquement, mais mais même dans ces moments lourds, on peut être heureux de ces moments que l'on partage et d'être arrivé à aller jusqu'au bout, Ah malgré. mais j'étais heureuse de l'accompagner jusqu'au bout, oui. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes heureuse et fière d'y être arrivée, de l'avoir. Fière, non. Non, J'ai respecté sa volonté. d'accord. Il y a des moments. Je peux pas dire fière. Pourquoi être fière? Non, fière dans le sens d'avoir pu être du rendez-vous, de pas avoir faibli, parce que c'est lourd. Il y a des moments où on peut avoir Ah envie. mais c'est très lourd, c'est Bien très sûr. pesant. Mhm. Quand je disais fière, c'est pas une médaille, hein, c'est pas de ça dont je Ah non. parlais, c'est simplement d'être heureuse d'y être arrivée. Mais je regrette pas ce que j'ai fait, du Mhm. tout. Mhm. Mais par contre, je sais pas si je pourrais le revivre. Et alors c'est ça peut-être qui vous empêche de rencontrer des gens, c'est la peur de reperdre quelqu'un et d'avoir à nouveau à vous confronter à cette difficulté infinie qui est d'accompagner quelqu'un vers la mort. Est-ce que vous avez l'idée que vous survivez à tout le monde et que il vous faut encore et Non, non, encore non, et... Non, non, je pense pas. Mais non, enfin, non, je mets pas ça sur revivre ce que j'ai vécu, non, du tout. d'accord, parce que c'est Parce ce que vous me disiez, que vous disiez que vous n'êtes pas sûr d'arriver à le revivre. Donc c'était pas sur revivre la douleur, c'est revivre l'amour. C'est ça dont vous vouliez parler? non, en fait, je l'ai fait par amour parce que voilà. Oui. Mais après, je peux pas dire non, je souhaite à personne de vivre ça parce que c'est des moments épuisants, contraignants. Enfin, mais voilà, moi-même, j'aurais pas envie de le revivre. Mhm. Mais si vraiment je rencontre quelqu'un pour qui j'ai des sentiments, qui doit être dans cette situation, m- me connaissant, je sais que je le ferai. Mhm. D'accord. Et alors aujourd'hui, vous avez un sentiment que qu'est-ce qui vous freine dans le fait de rencontrer quelqu'un? Puisque vous me dites que malgré la lourdeur de l'histoire, vous avez fait votre deuil, que vous ne voulez pas rester seul, ce qui est très bien, tout à fait légitime. Qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que vous avez le sentiment que ce ne sont que des choses, j'allais dire, techniques, à savoir peu de monde, pas savoir où rencontrer quelqu'un parce qu'il y a peu d'endroits, peu d'occasions? Ou est-ce que c'est la difficulté à se l'autoriser, la difficulté à, à, j'allais dire, se remettre sur le marché de la relation avant d'être le marché de l'amour, mais le marché de la relation? Quelle est votre plus grande difficulté? Est-ce que c'est la peur aussi de rencontrer quelqu'un qui vous plaise et qui puisse être fragilisé ou mourir? Voilà, quelle est votre difficulté Non, aujourd'hui? à ce niveau-là, non, je pense pas. Je pense que c'est plus la confiance que j'ai en moi à pouvoir de nouveau donner de l'amour. Et C'est-à-dire que vous vous sentiriez sèche d'amour? Il n'y a plus d'amour en vous à donner parce que tout a été pris déjà, tout a été usé? inconsciemment, enfin, oui, il me semble que je suis un peu plus comme ça, quoi. Pourtant, Patricia, Que j'ai tellement donné que je sais plus ce que je pourrais donner, quoi. pourtant, vous avez l'air de me dire que vous avez besoin d'aller voir les résidents de l'EHPAD, que vous leur manquez, qu'ils sont heureux de vous voir. Donc, manifestement, il y a toujours beaucoup à donner en vous. Et qui n'est pas que pour donner. Parce qu'on peut penser que quand on donne à l'autre, bah, l'autre prend, et que du coup, on est de plus en plus vide. Dans la réalité, quand on donne, on se fait du bien aussi parce qu'on se sent d'abord compétent à donner, on se sent riche de possibilités. Donc si vous êtes animé de l'élan d'aller voir ces résidents, c'est que vous vous sentez d'abord dans le besoin de leur présence, de l'échange avec eux, et que vous vous sentez dans la compétence et qu'ils vous reconnaissent cette compétence. Oui, mais moi, au niveau de mon EHPAD, euh, mes résidents, on échange, j'échange énormément avec beaucoup de résidents. Mhm. C'est un échange
Oui, amical, fraternel, amical, bien sûr. même des fois un peu plus, Mmh. parce que malheureusement, en EHPAD, il y a des résidents qui sont là depuis des années. Oui. Donc c'est plus de l'amitié, de la confidence que amicale. Mmh. Mais ça ne reste, enfin, vous le comparez à un échange d'amour, ça n'a rien à voir. Oui, oui, non, mais bien sûr. Ce que j'étais en train de dire, Patricia, c'est, je le compare pas, je dis simplement quand vous dites: «Je ne suis pas sûre de pouvoir être en compétence, d'aimer à nouveau», comme si j'étais vide, comme si, il y avait plus grand chose. Je vous montrais qu'il y a encore beaucoup de choses puisque sinon vous le gaspilleriez pas avec des gens moins importants qu'un amoureux en quelque sorte. Vous voyez? Si vous allez naturellement vers les gens, si vous en avez besoin, c'est qu'il y a de la vie en vous, et que cette vie, elle a besoin absolument de s'exprimer et de la vie animé d'un désir de rencontrer l'autre. Alors là, on parle de liens ou amicaux, ou fraternels, ou avec une certaine tendresse, etc. Mais tout ça, c'est évidemment pas le même type de sentiment que l'amour, mais ça participe de la même dynamique. Donc c'est pour vous dire que vous n'êtes pas vide. Après, évidemment, vous ne pouvez pas savoir ce que vous saurez donner à un homme. Encore faut-il qu'il y ait un homme en face de vous qui puisse vous plaire. D'où ma question. Où est-ce que vous pouvez les rencontrer ou le rencontrer, cet homme? Est-ce que vous êtes mis en marche pour le rencontrer? C'est-à-dire, est-ce que vous sortez avec des amis? Est-ce que vous allez à des fêtes? Est-ce que, je sais Non, pas, honnêtement, non. non. Est-ce que vous vous mettez sur des sites, ou des choses comme ça pour voir s'il y a Oui, des je gens? me suis mise sur un site, mais Et alors, qu'est-ce qui se passe? Personne n'accroche ou c'est vous qui n'accrochez pas? Qu'est-ce qui se moi passe? aussi, pardon. Oui, j'étais sur un site, mais voilà, c'est des personnes. La dernière dialogue que j'ai eu, c'est un monsieur marié qui n'est pas jaloux et qui, voilà. Oui, donc là, vous avez le sentiment que ce sont plutôt des profits et d'opportunités et pas une envie de construire quelque chose. Vous, vous cherchez autre chose. Donc là, effectivement, ce monsieur n'a qu'à passer son chemin, en effet. Mais Exact. voilà, mais ce qui n'empêche pas de récidiver pour voir, puisqu'il y en a eu plusieurs, dont celui-là est le dernier. Mais, et d'ailleurs, on peut dire qu'on comprend, mais que pour autant, on cherche autre chose soi-même. Parce que vous n'êtes pas un petit gâteau qu'on mange. Donc, vous cherchez une relation où vous participez de la relation. Est-ce que vous... Moi, mon souhait, oui, à l'heure actuelle, c'est voilà, avoir, comme je vous ai dit, parce que voilà, ça fait 8 ans que je parle à mes murs et voilà, Ouais, j'ai ça envie c'est oui, de parler à d'autre des chose. bien sûr, de parler à des vraies personnes qui, quitte à de temps en temps vous contredire, au moins échangent avec vous. Exactement. Mmh. Mais après, par rapport à ce que vous disiez, la relation au niveau des personnes de l'EHPAD, Oui. euh, moi, enfin, voilà, c'est des personnes, c'est pas, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Euh, c'est du relationnel, c'est de l'amical, c'est de l'affection, c'est Mmh. Tout à fait, mais je l'entends bien. Bien, je suis pas en train de dire que vous allez chercher votre amoureux à l'EHPAD, hein, c'est pas de ça dont je parlais. Je vous dis heureusement. je vous dis juste je vous dis juste que vous avez besoin de liens et que vous en avez la compétence. Sinon, vous vous fatigueriez pas, puisque là n'est pas votre fonction ou plus votre fonction actuellement, à aller voir les uns et les autres. Je disais simplement que vous avez besoin de liens et que vous avez la compétence aux liens. Un lien amoureux est encore autre chose, bien sûr, mais vous êtes riche de cette compétence. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Les 36 heures d'EHPAD, ça s'efface pas d'un coup de balai. Non, non, c'est sûr. Eh bien, on peut vous mettre dans un autre bureau, c'est pas pour autant que vous en perdez, le lien avec les autres. Mmh. Et c'est heureux, parce que vous auriez pu en profiter en disant: «Oups, bon débarras, moi je vais m'occuper, de mon petit job et puis je rentre chez moi». Non, on sent bien que vous avez Eh bien, besoin vous d'amour. savez que ça me rend inconsciemment triste. Qu'on vous ait mis, Oui, qu'on ait changé de et vous l'avez dit ça? oui. Et Ma qu'est-ce cadre le sait. et alors que répond-elle? Mais du fait que j'ai eu des soucis de santé, donc je suis en mi-temps thérapeutique. Mais ça, c'est ponctuel ou c'est définitif, ce mi-temps thérapeutique? Parce que vous me parliez de cheville, une cheville ça se répare donc pourquoi être c'est Donc j'ai un mi-temps thérapeutique pour 1 an. ah, c'est pas non, d'accord. Donc voilà. Qui se termine quand? Parce que là, ça fait combien de temps que vous avez ce mi-temps? Donc mon mi-temps se finit le 2 novembre.
D'accord. Et après, je verrai. Vous verrez, Puisque, c'est-à-dire en fonction, c'est le médecin qui verra en fonction de votre compétence physique non, ou c'est vous qui déciderez? Parce que non, vous, non. C'est en fonction de ma pathologie. c'est ça. J'ai de gros soucis de santé puisque voilà, ça fait 36 ans que je suis en EHPAD. Mhm, Grâce à l'EHPAD, je me suis retrouvée à faire de l'hypertension. mhm. Donc, je vais voir. Pour l'instant, je suis en mi-temps thérapeutique et je verrai après si je reprends à temps plein, dans quel poste on pourra me mettre. Mhm. Mais je ne serai plus ASH faisant fonction d'aide-soignante. Voilà. Mais ça, c'est Ce qui est effectivement parce pour... qu'à la base, mon travail depuis des années, c'est ça. Oui. Et c'est Agent de service hospitalier faisant fonction d'aide-soignante. mhm. Et c'est d'ailleurs remarquable, hein, commencer à faire ça depuis l'âge de 23 ans, c'est ça? Oui, Ouais, ça demande évidemment beaucoup de constance, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'efforts. Et on peut comprendre que de temps en temps, le corps fatigue, le corps se blesse, le corps dit stop. Mais il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que votre métier, hein. Il y a eu aussi quand même beaucoup d'histoires pas très confortables, même plutôt douloureuses. Donc pour revenir sur ces applications sur lesquelles vous êtes aujourd'hui, ou cette application, est-ce que vous vous sentez l'âme persévérante ou vous vous sentez déprimé en ce moment et vous n'arrivez pas à trouver de l'intérêt dans la possibilité de chercher si l'un ou l'autre finirait par vous plaire? pour être honnête, honnêtement, je sais pas. Est-ce que parce que j'ai le sentiment que ça manque, enfin que vous peinez à trouver la joie en vous, la joie dans le projet même. Vous voulez avoir quelqu'un et à la fois il y a pas, c'est pas, il y a pas encore l'énergie et peut-être êtes-vous un peu déprimé, non? Qu'est-ce qu'en pense votre médecin? Est-ce que vous vous êtes exprimé là-dessus en disant que vous aviez peut-être pas trop le moral? Mais mon médecin, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Mhm. Moi, le fait qu'on m'ait relayé aux visites, qu'on m'ait sorti dans le service, oui. Moi, j'ai dit à mon médecin, non, si ça perdure, je ne pourrais pas. Mhm. Donc ça veut dire que vous changerez de métier? Ou Mais à que vous sortez? 59 ans, je pense pas. D'accord. Mais voilà, moi, j'ai le contact physique avec les résidents, même avec mon mi-temps thérapeutique. Je les côtoyais, je les voyais. Là, je suis cantonnée à la porte d'entrée, faire rentrer les gens, leur faire remplir les papiers, et voilà. Mhm. Et je trouve que c'est, enfin, moi personnellement, enfin, je trouve qu'on me rabaisse. Mais bon, je pense que la direction ne le voit pas comme ça. Mais moi personnellement, oui, je le vis comme ça. Et vous l'avez dit que vous avez le sentiment d'être abaissé, d'être Oui, oui, je l'ai rétrogradé? dit à ma cadre. Oui, oui. Oui. Mais à la fois, vous me disiez, Patricia, que vous ne vous sentez pas, pour des raisons de santé, en compétence vous-même. C'est-à-dire Non, physiquement, je ne pourrais plus faire fonction d'AS. Ça, c'est clair. donc ce n'est pas qu'on vous relègue, c'est que votre corps ne vous permet plus de le faire. Et du coup, il y a une véritable impasse. Il y a d'un Mais côté, l'impasse, avant qu'on me relègue aux visites, oui. je faisais le goûter, enfin, je faisais beaucoup de choses où j'étais en contact avec eux. Donc ça, c'est possible encore. Ça, physiquement, vous pouvez le faire. Oui, Oui, et ça, vous avez dit que vous souhaitiez le faire, parce que vous savez, dire je ne suis absolument pas bien et je vois que je suis en train de couler dans quelque chose de triste, de déprimé. Ils n'ont aucun intérêt à voir quelqu'un qui finisse par être complètement déprimé, puisqu'ils vont avoir des arrêts maladie. Donc, dire que vous souhaitez une fonction qui vous laisse en contact avec les résidents pour garder votre joie de vivre, malgré le fait que vous êtes encombré corporellement, en tout cas handicapé corporellement, pour pouvoir faire ce que vous faisiez dans le passé, et que ce serait gagnant-gagnant, et pour vous et pour l'EHPAD, que vous puissiez continuer une fonction plutôt que de vous retrouver en arrêt maladie, et arrêt maladie derrière arrêt maladie, parce que vous allez complètement sombrer dans la dépression. mais je crois que, mais
Le 6e d'EHPAD, vous le connaissez pas trop, non, non. Pardon? L'EHPAD entend ce que je dis, mais j'ai pas de retour. Oui. Mmh. Il y a des représentants dans votre EHPAD, des représentants pour faire entendre les voix de ceux qui ne ou pas? C'est une trop petite structure? C'est pas une petite structure parce que on est relié à un centre hospitalier qui a racheté, enfin, qui a repris Oui, ça fait tous partie les du alentours. Oui, tous les alentours, c'est ça? Mmh. ouais. Mais tous les centres hospitaliers à 30 kilomètres à la ronde, puisque l'ARS à l'époque a décidé de faire ça. Et au sein de l'EHPAD, est-ce qu'il y a ou de façon, Non, les représentants syndicaux, honnêtement, ça ne l'est pas de non. et est-ce qu'il y a une psychologue? Et bien, figurez-vous que je l'ai vu il y a 2 mois, Très bien. quand je lui ai dit que moi, parce que, bon, entre-temps, il y a eu des changements au niveau des visites réglementées, Mmh. parce que moi, les visites réglementées, c'était, voilà, je recevais une personne et pendant 1 heure, je devais fliquer la personne, parce que je me considérais comme un maton. D'accord. Donc, j'accueillais la personne, je l'accompagnais et pendant 1 heure, je restais pour qu'il n'y ait pas de gestes contact, les gestes barrières respectés, et ainsi de suite. Mmh. Et donc, moi, la psychologue, je lui dis, moi, attends, moi, ce boulot, non, désolé, faire le menton, je peux pas. Et alors, d'abord, est-ce qu'elle, elle vous a proposé déjà des rendez-vous avec elle pour que vous puissiez justement vous exprimer? Parce que ce qui est très douloureux, c'est quand on est enfermé avec sa souffrance, ses colères, ses frustrations non exprimées. Donc déjà, est-ce qu'elle vous a proposé, est-ce qu'elle a la possibilité de la voir régulièrement? Pourquoi depuis 2 mois, vous avez eu un rendez-vous et vous n'y êtes pas retourné? Et est-ce qu'elle, elle peut se faire d'une manière ou d'une autre ambassadrice auprès de la partie ressources humaines ou de votre cadre pour alerter avant que vous ne sombriez, tout simplement. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en elle pour vous exprimer à nouveau avec elle, pour échanger avec elle régulièrement, puisque vous avez l'opportunité, dans le cadre de votre travail, d'avoir accès à quelqu'un dont c'est le métier, d'être disponible pour les résidents ou le personnel qui seraient en souffrance? Alors, quand j'ai vu la psychologue, j'en ai parlé. Mhm. Donc, son dialogue, c'est oui, je comprends très bien. Je fais remonter et j'attends encore toujours que ça remonte. Et à la fois, est-ce que vous l'avez vue il y a 2 mois, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, Patricia, d'aller la voir en disant: «Écoute, je suis venue te voir il y a 2 mois, tu me disais que faire Cette remonter». personne intervient sur les pas pas tous les jours. Elle Oui, est oui, mais c'est pas tous les 2, ponctuellement. oui, mais c'est pas tous les 6 mois non plus, donc peut-être qu'il serait intéressant de lui sauter dessus à la prochaine occasion. Ah, mais ça, oui, vu mon caractère, c'est sûr que quand je vais la revoir. Alors j'ai pas dit sauter dessus pour l'agresser, mais en tout cas sauter Non, dessus mais pour, profiter de sa présence pour créer non, du c'est lien et mon vous faire expression entendre. qui a été mal interprétée. Oui, Mais c'est vrai que quand je vais la revoir, je vais lui dire. oui, mais alors, il y a la revoir, c'est pas parce qu'elle va passer devant votre porte, il y a aussi la revendication de la voir. C'est-à-dire que, ce que j'entends beaucoup dans votre discours, Patricia, c'est il y a une volonté, il y a du désir et en même temps, il y a vous notez qu'il y a personne, vous notez que voilà, vous Non, communiquez, j'ai l'impression que personne n'écoute. oui, c'est ça. J'entends bien ce que vous dites, je l'entends. Et d'ailleurs, il y a des moments où je vous dis des choses et vous me dites non et puis ce que vous me dites derrière, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous avez vraiment le sentiment qu'on ne vous écoute pas. Alors que et du coup, ça pose la question, est-ce que réellement on ne m'écoute pas ou est-ce que je ne me fais pas suffisamment entendre? Est-ce que je ne revendique pas suffisamment? Parce que j'attends que l'autre voie que je suis en souffrance. Alors oui, bien sûr, on se dit tous, on se dit, «L'autre va quand même se rendre compte, il va bien se rendre compte que ça ne va pas, il va bien se rendre compte que ça ne plaît pas, il va bien se rendre compte que je ne souris plus, il va bien se rendre compte que je suis fatiguée». Et là, quand je parle de ça, je parle de votre cadre, mais je pourrais parler, des enfants avec des parents, des parents avec les enfants, des femmes avec leurs maris, des maris avec leurs femmes, ou avec vous voyez, c'est une histoire de la vie. Souvent, on se dit que l'autre va finir par se rendre compte que ça ne va pas. Mais nous sommes des êtres parlants, il faut qu'on le dise, parce qu'on ne peut pas attendre que l'autre s'en rende compte.
Parce que l'autre, ou il ne s'en rend pas compte, parce qu'il est préoccupé par lui-même, ou parce qu'il n'a pas la capacité à avoir la bonne traduction, ou alors l'autre s'en est rendu compte, mais il ne sait pas très bien qu'en faire. Alors tant qu'on ne lui a pas dit, il fait comme s'il ne l'avait pas vu. Alors que quand on le dit, l'autre est Ou que ça obligé. l'arrange qu'il ne le voit pas. Oui, c'est ça. Alors, ou alors que ça vous arrange à vous, vous dites? Non, que le Ça l'arrange. cadre, ça l'arrange. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que il l'a vu, mais il ne saurait pas qu'en faire. Donc il fait comme s'il ne l'avait pas Non, vu. parce qu'il sait que voilà, Patricia est disponible, C'est ça. que Patricia, voilà. Mhm. Et encore ce soir à ma cadre, parce que voilà, j'étais pas censée faire les visites toute la semaine. Cette semaine, la jeune fille qui devait faire assumer les visites n'était pas disponible. On n'a pas de nouvelles. Donc moi, je suis devant mon téléphone, puis on m'appelle à 2h15. Ah, la petite, elle n'est pas venue, il faut que tu viennes. Mhm. Alors que normalement, vous étiez chez vous? Ou vous étiez à un autre Non, poste j'étais à un autre poste. qui vous plaisait plus? Mais différemment, oui. D'accord. D'accord. Donc ma cadre le sait. Je rends service à ma cadre parce que voilà, bon, je connais et voilà. Euh, Vous connaissez de longue date et vous êtes fidèle à... non, je connais pas ma cadre spécialement de longue date, mais après voilà, je sais comment fonctionne le service Mhm. et je me dis voilà, si au lieu de commencer à 16h, je commence à 15h ou 14h, et voilà. Mais comme j'ai dit à ma cadre, moi être suspendu au téléphone pour qu'on m'appelle en disant mais faut que tu viennes faire les visites parce que voilà, il y a la petite, elle vient pas. Euh, Oui, vous je n'êtes sais pas comment vous dire. À un pas moment vous. donné, c'est pesant, quoi. Oui, vous n'êtes pas un bouche-trou. Alors, évidemment, dans les entreprises, il faut bien comprendre, hein, on se rend service, on se dépanne. De toute façon, il faut bien que ça roule. Il faut donc évidemment qu'il y a tout un processus, euh, voilà, qui n'est pas toujours très confortable, mais qui est la vie de chacun de nous à partir du moment où on fait marcher une entreprise, qui d'ailleurs au passage lui Mais ça, permet je de vivre. l'entends très bien. Mhm. Mais après, à un moment donné, je me dis, il faut aussi que l'entreprise, pas spécialement ma cadre, mais ne serait-ce que la direction, qui comprennent que voilà, vous avez mis le doigt dessus, le bouche-trou. Mhm. Mais voilà, et donc pour ne pas être un bouche-trou, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir revendiquer gentiment pour être entendu, parce que plus on énerve les gens, moins on obtient en réalité, parce que ça les agresse ou parce qu'ils veulent affirmer leur pouvoir. Donc c'est toujours une relation pour pouvoir amener à une possible résolution, c'est toujours dans le respect de l'autre, mais dans l'affirmation de soi, parce que c'est aussi la nécessité du respect de soi. Donc pour l'instant, vous m'avez parlé de deux sujets, hein, qui sont deux sujets importants, Oui. Patricia. Il y a le sujet de savoir est-ce que je pourrais rencontrer un homme, et puis tout d'un coup vous me parlez du dernier échange avec un homme sur un site et qui est un homme marié mais qui n'est pas jaloux. Enfin, il n'est pas jaloux, il n'a pas à être jaloux puisqu'il est pas il est marié, donc c'est pas lui, c'est sa femme qui pourrait ne pas être jalouse, mais en l'occurrence et qui du coup se dit qu'il pourrait bien faire avec vous en plus, qui permettrait de combler ce qui manque, à nouveau bouche-trou. Et là, vous venez de me parler du cadre professionnel où vous avez le sentiment d'être bouche-trou. En fait, ça ne veut pas dire que les gens vous traitent en bouche-trou, mais vous avez le sentiment d'être un bouche-trou, c'est-à-dire quantité négligeable. Or, il vous appartient là, c'est important de pouvoir euh, dire non, pas à cette condition. Là, je parle pour les hommes. Alors, oui. Je vous en prie. Vous avez un petit verre d'eau à côté de vous? Oui. Prenez le temps de boire un peu si vous voulez. Je vous écoute. Oui. Oui, donc je disais, c'est important que vous vous exprimiez. Moins on s'exprime, plus quand on s'exprime en désordre ou avec colère. Plus on s'exprime simplement, facilement, en disant là je suis en train, au secours, je suis en train de souffrir trop, de dépérir, de me faire du mal. Ne me laissez pas dans cette situation. Surtout qu'il y a d'autres postes possibles malgré ma situation physique. Et pour un homme, quand vous communiquez avec des hommes, n'arrêtez pas de communiquer, c'est assez agréable, même avant
le quelconque passage à l'acte, même ne se rencontrer, échanger, échanger deux, trois mots avec l'un, avec l'autre, faire de la conversation pour avoir une vie sociale, tout simplement, même si c'est un peu particulier parce que ce n'est que par les réseaux, eh bien ça vous permet justement de vous sentir euh, existante dans la société. Vous êtes, vous êtes toujours là, Patricia, ou vous êtes en train Oui, de vous oui. étouffer? Ma pauvre. Vous avez les bronches bien prises. Désolée. Oh, mais c'est moi qui suis Oui. désolée pour vous. Non, j'ai fait un trajet en train avec de la clim pendant Oui. 2 allers-retours et Et ça vous a pris sur les branches. oui, oui. Même au travail, on m'a fait faire le test parce que voilà. Mhm. En tout cas, voilà, moi, c'est pour clore un peu ce on est en train de se dire ce soir, je crois que l'important, là, que vous soyez vigilante à prendre soin de vous. D'ailleurs, par exemple, là, parce que vous avez cette mauvaise toux, de vous faire peut-être un thé, une tisane, un truc chaud pour câliner vos cordes vocales, réchauffer un peu vos bronches, etc. Faites-vous quelque chose de doux, une bouillotte. C'est pas parce qu'on est en été qu'on ne peut pas être à la recherche de chaleur. Ça, c'est une première chose. Et puis, se faire du bien, c'est ne pas se laisser faire. C'est dire combien on nous bouscule pour que justement on puisse entendre, faire entendre et dire aussi j'ai l'impression que tu ne veux pas entendre et je comprends, tu saurais peut-être pas quoi en faire, mais tu sauras encore moins quoi en faire si demain je ne vais pas bien du tout et que je ne peux plus venir. Donc voilà, il faut pouvoir dire il faut que l'autre entende que c'est pas simplement pour vous sauver vous, c'est aussi pour se sauver et avoir une équipe qui fonctionne. Voilà ma chère Patricia, il me faut vous quitter à présent. Je vous souhaite beaucoup Je de vous remercie, courage. Catherine. Je vous souhaite beaucoup de courage et prenez grand soin de vous. Promis ? Merci. Vous vous donnerez de la valeur, n'est-ce pas ? Bon, je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir Patricia. Et votre libre antenne, c'est toujours le 39 21 pour me joindre. Et si vous voulez évidemment envoyer un SMS, c'est le 7 39 21 suivi du mot nuit en capitale et de votre message. Appelez-nous, écrivez-nous, échangeons ensemble. C'est tout de suite la libre antenne. La libre antenne d'Europe 1. Catherine Blanc accompagne vos nuits. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Catherine. Bonsoir. Je suis vraiment contente de vous avoir. Eh bien moi aussi Daniel. J'avais déjà eu Olivier Delacroix il y a pas mal de mois. Oui. Mais bon, vu qu'en ce moment je suis pas trop bien. Alors est-ce que le sujet est un sujet différent ou c'est un sujet qui revient à Non, en l'ordre fait, du jour ? c'est toujours le même. Alors racontez-moi votre sujet puisque moi je ne le connais pas. Dites-moi. En fait, en 2005, j'ai rencontré un homme, un Anglais, Oui. qui voulait sortir avec moi. Donc au début, physiquement, il m'attirait pas trop. Mhm. Donc je lui avais dit j'avais dit attention, j'ai 2 enfants. Donc il m'a dit non, non, c'est pas grave. Je veux une vie de famille. Bon, bah voilà. Mais tout de suite, je me suis aperçue qu'au niveau libido, il n'y avait rien De votre part ou de la sienne ? de la sienne. Il n'avait pas de désir, d'accord ? Pas du tout. Et donc, à force, moi, je suis tombée dans l'alcool à cause de ça. Mhm. Malgré tout, il voyait que je m'enfonçais, mais bon. Jusqu'au jour, je lui ai dit, on va voir un médecin, et tu vas aller faire des tests. Donc, il allait faire des tests. Les tests sont revenus qu'il avait un problème de thyroïde, manque de testostérone. D'accord. Il a été traité pour cela ou pas ? Oui. Oui. Sa libido est-elle revenue ? Mais comment? Et s'il a été traité, est-ce que sa libido a repris Non, Non. non, ça n'a rien changé. D'accord. Donc, il a vu que je continue un peu à avoir du mal avec l'alcool, mais bon. Mhm. C'était beaucoup des engueulades, en fait. Après, j'étais une alcoolique. Donc, Parce que vous n'aviez jamais bu avant ? non, Non.
Non. Donc, ça n'a rien changé, mais il a été traité, sa thyroïde va bien. Ça, Bon, après, il a tout arrêté. Au bout de quelques années, il a tout arrêté. d'accord, Bon, entre-temps, on était dans l'Est, on a déménagé jusque dans les Pyrénées-Atlantiques. oui. Et là, ben, moi, j'ai cru que, parce qu'on avait perdu notre maison, notre voiture par rapport à son entreprise, Mhm. qui cachait tout, de toute façon. Il me disait, il mentait beaucoup. Donc, du coup, j'ai cru qu'avec tout ça, ben, ça allait changer, mais au final, ça n'a pas changé, quoi. Et Donc, le pire, c'est qu'on a encore redéménagé, on s'est rapproché encore de l'Atlantique. Et ses parents étaient venus parce que ce sont des Anglais qui habitaient en Amérique. mhm, Et donc, ils voulaient faire une construction dans le coin. Donc, on a été voir une maison. Il m'a fait signer un terrain à mon nom. Et comme moi, j'ai la maladie de Lyme, hein, oui. entre guillemets, j'en profite pour dire que c'est très compliqué pour se faire reconnaître malade. Oui, puis déjà pour la reconnaître, parce que pendant longtemps, on fouille dans tous les sens avant de comprendre que c'est une Ben, maladie de j'ai Lyme. tout fait, hein. Oui. J'ai tout fait ce qu'on pouvait faire en examen, mais quand on va à l'hôpital, ben, on ressort et on sait toujours rien. C'est pas Mhm, ce qu'on a. mhm. Ouais, mais c'est très On m'a difficile. Elle, même elle est très dit, difficile à déceler. Donc j'ai vous, vu même une infectiologue, ben non, vous n'avez pas de d'anticorps, donc c'est pas ça. Donc j'ai vu un médecin de campagne qui m'a dit, ça veut rien dire du tout. donc vous, Donc après, ben, il faut qu'on se soigne tout seul. On achète des produits qui coûtent très cher, mhm, mais bon, qui heureusement font du bien. d'accord. Vous en êtes sorti aujourd'hui de votre Lyme? Ben, il y a des mieux, mais c'est encore pas le top. D'accord. Je peux pas dire que je suis revenue à 100%, quoi. Mhm. Donc ça, c'est la maladie de Lyme, que vous avez contractée, la maladie de Lyme, vous l'avez contractée il y a combien de temps? Ben, il y a 3 ans, quand on est arrivé dans les Dans les... Pyrénées-Atlantiques, D'accord. j'ai été broussaillée de la grande herbe Mhm. Et là, vous avez pendant rencontré le... pas Mm, mal de jours. oui, Et à mon avis, j'ai dû l'attraper là. d'accord. Mhm. Que c'est bizarre parce que le matin, quand je me réveillais, j'avais mal à une oreille. Bon, au début, je me suis pas inquiétée. Puis après, bon, bah, j'ai Et... eu une déficience de la cheville gauche qui répondait plus. mhm. Donc, on a tout fait, IRM, EMG, on n'a rien trouvé. D'accord. Donc, on y reviendra, mais ça, c'est le sujet de votre fragilité physique, le Lyme que vous avez eu. Maintenant, Oui, concernant votre relation donc avec cet homme, donc voilà. sans désir, soigné, puis abandonnant un peu son traitement, même soigné sans désir toujours, et vous Oui. sombrant dans l'alcool. Et vous me dites que vous n'avez jamais consommé d'alcool avant de façon justement Non, exagérée. non, non, j'ai jamais été comme ça. Et est-ce que vous comprenez pourquoi tout d'un coup vous êtes plongé sur, vous avez sauté sur l'alcool comme pour réparer quelque Ben, chose en pour... fait, c'est parce que je me suis sentie frustrée. Mhm. Parce qu'en fait, c'est un homme au début, t'es belle, t'es belle. Oui, puis le Que fait je que... répondais, oui, je suis tellement belle que t'as jamais envie de moi. Mhm. Je comprenais pas. Donc, pour se mettre au lit avec une personne qui fait pas attention à moi, bon, bah, à force, c'est dévalorisant, quoi. Bien sûr, et à la fois, vous savez, c'est une histoire bien compliquée parce que un homme, on a tendance à dire que les hommes bandent, les hommes ont des érections parce que les femmes sont désirables. Donc évidemment, une fois qu'un homme n'a pas d'érection ou ne manifeste pas son désir de faire l'amour, c'est que la femme n'est pas désirable. Or Non, ça, c'est une idée reçue, puisque en réalité, il était dans oui, l'incompétence de pouvoir. ben, non, parce que au début, j'ai vu que si je suivais son rythme, ça aurait été une fois par mois, quoi. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il était dans l'incompétence de faire plus, compte tenu de son état physiologique. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas belle ou pas désirable, c'est parce qu'il en était incapable.
Vous comprenez Enfin bien bref. que avoir un pénis ne veut pas dire une obligation de bander. Non, non, ça j'ai très bien compris. Mm. Mais par contre, au bout de 2 ans qu'on était déménagés, bah, il a reconnu, c'était un Anglais, hein, donc il a reconnu des Anglais, il est reparti faire la fête. Et, et puis un jour, bah, je m'étais douté avec quelle femme qu'il allait. Mhm. Et il a eu tellement peur que je le raconte à son mari que un jour il m'a dit qu'effectivement qu'il avait quelqu'un d'autre. D'accord. Mais comme ça, de but en blanc, hein, Mhm. donc c'est ça qui était encore plus frustrant. Oui, parce que comme vous aviez, vous, le sentiment d'une dévalorisation et que vous n'étiez pas désirable, vous avez eu le sentiment qu'une autre femme avait ce que vous n'aviez pas. Oui, et en plus c'était 10 ans plus jeune. Oui, ça n'aide pas à se sentir très à l'aise si on est un peu inquiète Ben, ça fait quant à encore soi. plus de mal en fait. Oui. Et en plus, un soir j'avais vu des messages sur son portable, Mhm. ben, qui disaient en fait que ben, qu'il faisait tout pour qu'elle quitte son mari. Mhm. Elle disait qu'elle savait plus trop qui elle en était, mais lui, il disait c'est lui qui a gagné. Moi, je suis bien contre tes cuisses. Moi, je suis bien, pardon, je n'ai pas entendu. Contre tes cuisses. Mhm. Ah, d'accord. Donc, évidemment, donc là, c'est encore plus dur. Hein. Je comprends très bien. Et alors donc, du coup, comment s'est conclue cette histoire? Il vous a Ben, quitté? Il l'a j'ai quitté? dû rester 1 an là-bas parce que quand il m'a tout avoué, il n'y a rien à espérer, il m'a dit non. Bon, mais comme j'avais un traitement orthodontique qui avait été mal fait, donc je devais aller en Espagne, je lui ai dit, mais je te préviens, je reste pour mon traitement, mais je te demande juste une chose, de ne pas être toujours toute seule. Donc il m'a dit oui, Mhm. mais malgré tout, il partait tous les week-ends. Donc un coup avec les copains, donc un coup avec elle. En plus, je devais comprendre qu'il pouvait la voir que tous les 15 jours. D'accord. Parce qu'elle était toujours avec son mari. Elle n'était pas avec son mari, mais il fallait pas qu'il sache, ni ses enfants. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Ah ben, on garde un contact, mais malgré tout, l'autre jour, je n'ai pas compris parce que je suis restée 2 mois, j'ai tenu le coup de ne plus donner du tout de nouvelles, Mhm. que je voyais que ça faisait plus de mal qu'autre chose. Mhm. Quand il a vu que je redonnais des nouvelles, il m'a dit oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. D'ailleurs, je pense déjà à ton anniversaire alors que tu es en novembre. Mhm. Je peux faire quelque chose où tu voudras. Parce que là, vous êtes séparés. La situation actuelle, c'est que il Oui, vous ça êtes, fait 1 an. Ça d'accord. fait 1 an. Et il vit seul ou il vit avec cette femme? Non, je pense qu'il vit seul. D'accord. Mais par contre, ce qui était très très dur, c'est qu'elle a dû lui mettre la pression pour que je parte absolument avant telle date. Donc, il m'a déménagé. Mhm. Donc, j'ai trouvé une colocation. Mhm. C'était à 800 kilomètres, ben, sans amis, sans famille. Parce que vous n'avez pas eu le temps sur place de rencontrer des gens, de créer un lien social. Non, non, j'ai pas arrivé à avoir d'amis, rien. Et vous travaillez. Ben, je travaillais avec lui. Donc en le quittant, vous avez perdu aussi votre travail? Ben voilà. Mhm. Comme j'étais toujours avec lui, donc quand il m'a déménagé pour où je suis là, Mhm. il a vu que j'étais vraiment malheureuse, que je pleurais, mais bon, je crois qu'il s'est pas rendu compte comme c'était très dur. Mhm. J'ai eu l'impression qu'on se débarrassait de moi, quoi. Donc c'est quelqu'un que j'ai dépanné avec l'argent au début. Oui. Ouais, bon, j'ai du mal de l'oublier, quoi.
il m'avait promis une somme d'argent, donc au début, ça suivait, puis maintenant, ça suit plus. Mhm. Donc en fait, dans cette histoire, et avant de l'avoir rencontré, vous viviez seul ou vous avez déjà eu un autre homme? Non, non, j'étais seule à l'époque, D'accord. très bien dans ma peau. Et vous aviez un travail? Non, j'ai pas de travail. D'accord. Et comment viviez-vous? Bon, ça allait, je vivais bien parce que j'avais des enfants, Parce j'avais des pensions alimentaires, tout allait bien. D'accord. Donc vous voyez, il y a quelque chose, Daniel, d'une façon générale que je retrouve beaucoup dans ce que vous me dites, c'est la notion de dépendance. Dépendance à l'alcool, dépendance aux besoins de l'autre, de l'amour de l'autre, du désir de l'autre, dépendance financière. Vous voyez, il y a quelque chose de difficulté à l'autonomie. Et donc, dès lors que vous parliez aussi de faire tout ensemble, puisque vous avez travaillé ensemble, tout se fait toujours collé à l'autre d'une certaine manière, comme si vous aviez toujours eu besoin, pour vous sécuriser, d'être dans ce lien assez fusionnel et donc de ce lien de dépendance. Et dès lors que vous avez senti que votre mari ou compagnon, eh bien, dès lors qu'il ne vous désirait plus, donc ça crée une Mais distance. en fait, il m'a fait semblant de me désirer. Enfin, Pardon? Il faisait semblant de vous désirer? bah, je sais pas si c'était du semblant ou du vrai, je sais plus. En tout cas, Euh, il ne vous il était dans l'incompétence à vous désirer physiquement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne vous oui, désirait pas, oui, oui, puisqu'il vous disait oui. qu'il vous trouvait belle, mais en tout cas, il n'était pas dans la compétence à en faire la preuve physiquement. Ça ne veut pas dire pour Ben autant que... voilà. Mais Hein. ça il l'a pas fait par méchanceté. S'il était dans l'incapacité physique, il était dans l'incapacité physique. Mais vous, comme vous vivez Bah, je crois pas, puisque pourquoi, quand on se disputait en dernier, quand j'ai su que il avait bah, quelqu'un qu'il m'a d'autre. avoué qu'il avait quelqu'un d'autre, il Mm. m'a dit t'inquiète, ça marche très très bien avec elle. Oui, bon, ça veut pas dire que ça marche, hein. Parfois, Oui, oui, est-ce qu'il l'a dit pour me vexer ou pour me faire du mal? oui, vous savez, c'est un peu de bonne guerre. Un homme n'aime pas trop se sentir dans l'incapacité, dans l'impuissance, puisque là, pour le coup, c'est de l'impuissance. Donc, dire ça marche très très bien, c'est je suis puissant. Mais surtout quand on veut faire du mal, parce que Mm. alors peut-être que ça marche à l'occasion, peut-être que ça marchote, ou peut-être que ça marche pas du tout. Mais ce qui était important, c'était plus de vous blesser et de se sentir tout puissant, lui, hein. Mm. Mais ce que je voulais Oui, dire, parce c'est... qu'il y a eu un soir, dans sa famille, il y a eu un décès. Et un soir, il m'a appelé, mais bon, il avait pris de l'alcool. Mhm, Et là, il m'a avoué que ça l'énervait parce qu'elle ne répondait plus à ses SMS. mhm. Et il me demandait mon avis. Ah, j'ai dit, écoute, elle répond plus à tes SMS, c'est qu'elle s'en fout de toi. Parce qu'il a fait croire qu'il avait déjà connu quelqu'un. Mais en même temps, c'était vrai. Mhm. Donc après, il m'a dit, oh ben non, elle m'aime encore. Oui, donc en Et fait, après, ça a été fini. avec elle. Non, non, après, il m'en a plus parlé. D'accord. Donc après, il voulait venir me voir quelque temps après. J'ai dit, écoute, non, non, non. Si c'est pour venir me voir, et après c'était prévu qu'il repartait dans le 64, et en même temps qu'ils allaient la voir, bah, j'ai dit non, c'est pas la peine. Mhm. Donc, J'ai dit, moi, ça me fera plus de mal qu'autre chose. Lui, il voudrait qu'on soit amis, là, tout de suite, quoi. et vous, vous ne voulez pas parce que vous voulez être amour et fusion et pas amis. Bah, moi, ce que je veux, c'est s'il est sûr de lui que c'est fini. Moi, j'essaie pas de rattraper le coup parce que s'il est vraiment amoureux, bon, bah, j'ai compris, je laisse tomber, quoi. Mhm. Donc, s'il vient juste pour passer un moment entre amis, bah, pour moi, c'est trop tôt, je peux pas. Mhm. Je dis pas que dans les années, je pourrais pas rester amie, mais lui, il se rend pas compte que dire passer un moment avec moi, évidemment, en ami, hein.
Ça Mais avait- après, repartir avec sa maîtresse, non, là, je peux pas. Bien sûr, mais vous savez, dans le problème dans les histoires d'amour, Daniel, c'est que on sait où on est le jour où on parle, on ne sait pas où on sera le lendemain. On ne peut que projeter ce que l'on a envie de faire, de réussir, d'être capable. Mais après, il y a la réalité de la vie, de sa propre compétence, de ce qu'on établit dans le lien à l'autre. Donc évidemment, comment dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, on ne le sait pas. On peut que œuvrer à rester fidèle à un projet qui a été le sien et qu'on a éventuellement évoqué à l'autre. Donc c'est sûr que s'il vous dit que c'est terminé, peut-être, à moins que ce soit un fief et menteur, mais si c'est terminé, c'est De toute terminé pour façon, il a beaucoup menti avec moi. bien sûr. Donc il n'y a que vous qui pouvez voir quand il est cohérent, pas cohérent, pour ne pas être là simplement pour les moments de panique ou les moments de vide. Parce qu'il me semble que lui aussi, je vous parlais de... Ben, là, le soir-là, moi, je pense qu'il se sentait un peu perdu. Oui, bah, de toute façon, s'il était... L'autre, elle ne répondait pas à ses attentes. Mhm. Et Elle puis, était indifférente. Et là, par contre, il m'a tout avoué. Donc, ça veut dire que au-dessous que ça va pas, donc, il oui, est bien content de revenir vers moi, quoi, en donc, fait. donc vous voyez, quand tout à l'heure vous disiez, oui, mais c'était dur parce qu'il m'a dit que ça marchait avec l'autre. On est donc d'accord que ça ne marche pas 100%. Vous voyez bien que la relation, que ce soit des disputes ou que ce soit qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'elle attendrait et qu'elle a un autre tempérament qui fait que vous et qui fait qu'au lieu de rester, elle arrête peut-être la relation. Enfin, vous voyez bien que il a beau avoir changé de femme, son problème reste entier. Donc, Oui. donc vous voyez, les histoires sont pas si simples. On croit toujours que quand l'autre part vers quelqu'un Non, non, d'autre, moi, je pense qu'il a fait trop d'espérance qu'il n'a pas. vous disiez, pardon? Je pense qu'il a espéré beaucoup qu'il n'a pas. Oui, il a espéré beaucoup, effectivement, il n'a pas obtenu, parce qu'il ne parvient pas à jouer sa partition, parce elle n'est pas participante non plus, ou parce qu'elle est Hein. insatisfaite elle-même. Donc les choses sont compliquées. Mais on ne peut pas réfléchir ou inventer, enfin on ne peut qu'inventer ce qui se passe entre des gens qui ne sont pas là, qui ne sont pas en train de nous parler et qu'on ne voit pas vivre. Mais revenons à vous, si vous le voulez bien, Daniel. Vous, dans votre cas, il y a quelque chose de l'ordre d'un fonctionnement de dépendance, et cette dépendance vous rend extrêmement triste parce que vous êtes pleine quand vous êtes avec l'autre, parce que vous êtes pleine de l'autre. C'est pour ça que vous avez besoin que l'autre vous fasse l'amour, comme pour vous remplir. Sinon, vous vous sentez vide, Ben, dépressive, moi, et du coup, vous j'ai vous toujours remplissez été comme ça. J'étais pas quelqu'un. de- J'aimais bien faire l'amour avec un homme, mais pas forcément pour le plaisir. C'était juste le contact. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, Daniel. C'est vous avez Oui. besoin, c'est pas tellement pour le plaisir, mais c'est d'être rempli de l'autre pour être Hein. rassuré. Et quand vous n'êtes pas rempli de Voilà. l'autre, vous vous remplissez d'alcool. Donc vous avez sombré dans l'alcool pour vous remplir. Donc il y a une idée Hein. chez vous de vide, une idée déprimée d'être seul en incapacité d'autonomie et le besoin de vous remplir que cette relation amoureuse a pu créer. Je vous demande un instant, nous allons faire une petite pause pub et je vous reprends. Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1. Daniel, nous reprenons l'antenne toutes les deux. Oui. Donc pour clore un peu notre échange, Oui. j'attirais votre attention sur le fait que vous avez, alors je ne sais pas pour quelle raison, et sans doute c'est cela qu'il vous faudrait essayer d'explorer, de réfléchir, pourquoi finalement toute votre existence est faite si peu dans l'autonomie. Vous avez vécu protégé par des prestations compensatoires, ou je ne sais plus ce que c'était, en tout cas financièrement. Vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas développé votre compétence à votre autonomie, notamment financière, mais pas seulement, relationnelle. Vous avez suivi un homme là où il s'est promené, vous avez travaillé avec cet homme, vous avez du coup attendu beaucoup qu'il vous fasse être, et cet homme était lui-même défaillant, donc il était dans la difficulté à répondre à votre besoin, à votre attente, ce qui me laisse à penser peut-être que dans votre peut-être enfance, je ne sais pas quelle relation vous aviez avec votre maman, mais peut-être une maman qui ne parvenait pas non plus pour X Ben, raisons. justement, je voulais vous en parler.
Alors dites-moi. Parce que mon père était routier Oui. et donc on n'avait pas de dialogue avec. Mhm. Et ma mère, bon, parce que c'était obligatoire. On nous demandait jamais si on faisait nos devoirs. Ah, C'est pour ça que... donc vous voyez ce que vous êtes en train de me dire, Daniel. Et c'est ça qui est un peu l'origine des choses. Même si, évidemment, je n'enlève pas la responsabilité de votre compagnon et dans ce qui vous a fait souffrir. Mais en fait, depuis que vous êtes toute petite, vous avez le sentiment de ne pas avoir beaucoup de valeur. Un papa qui n'est pas là, une maman qui souffre aussi peut-être du fait que son mari ne soit pas là, et une Oui, maman en qui... plus, mon père trompait beaucoup ma mère. Voilà. Bon, je l'ai appris à 14 ans. Mhm. Moi, j'avais 2 ans d'avance à l'école. Mhm. Mais vu qu'on avait des instituteurs qui étaient très méchants, donc on allait à l'école avec la peur. Mhm. Ça bloque tout aussi. Ah oui, donc vous voyez, il y a une sorte de façon d'aimer qui est une façon un peu maltraitante. Ces professeurs qui sont un peu sadiques dans leur façon de fonctionner, voire très Bah oui, sadiques, en parce tout cas qui que font nous, peur. à 4 ans, on nous mettait à lire et à écrire. Mhm. Et moi, j'ai pris le martinet parce que j'avais pas mal fait mes lettres. Mhm. Donc à Oui, 4 ans, ça donne pas d'aller encore envie d'aller à l'école. ça. Donc on a beau avoir des compétences, on finit par avoir des doutes quant à soi. Et dans votre vie, vous n'avez pas trouvé des appuis pour, malgré tout, défendre votre propre compétence, votre propre regard. Et vous avez beaucoup attendu un père qui ne vient pas, une mère qui ne donne pas, ou parce qu'elle est elle-même peut-être déprimée, déçue et frustrée parce Oui, moi, qu'elle-même... je pense qu'elle n'était pas heureuse non plus. Voilà, donc une maman pas heureuse peine à donner du bonheur à son enfant et du coup l'enfant y entend, y entend le fait qu'il n'a pas de valeur suffisante pour réjouir sa mère en quelque sorte, parce qu'elle n'est pas Oui, parce heureuse. que moi, je me rappelle à 8 ans, ben, c'est moi qui avais l'impression je sais pas, j'avais toujours peur de perdre mes parents. Ah oui, vous voyez, donc vous avez toujours le sentiment, vous vous sentez pas suffisamment contenu, soutenu, et vous vivez avec l'idée de la perte de l'autre en permanence et Ouais, l'incapacité à vous sentir malgré tout compétente, même si je devais perdre l'autre. Alors quand on a 8 ans, ce n'est pas le cas, mais ce que je veux dire par là, c'est comme si tout pouvait s'écrouler, s'effondrer intérieurement en vous ouais, par ouais. le départ, la mort ou la fuite des Oui, je autres. sais qu'à un moment donné, dans ces âges-là, j'avais tellement peur, oui. Je faisais toujours un rêve qui revenait tout le temps. Mhm. À 7 ans, je me voyais dans un truc ballonné, mes parents partaient devant, et je leur disais attendez-moi, et puis ils m'attendaient pas. Alors, c'est intér Ce rêve-là, il revenait tout le temps. alors, il est intéressant à double titre ce rêve. D'abord pour ce qu'il exprime très officiellement, c'est-à-dire le fait que mes parents me lâchent, me quittent, Oui, et ne sont pas dans la bienveillance de m'aider et de m'attendre. Mais ce qui est mm, intéressant aussi, c'est le paysage dans lequel vous êtes. C'est un paysage vallonné, ce qui veut dire qu'il y oui, a des descentes et il y a des montées, et que vous voilà. n'arrivez pas à courir, vous n'arrivez pas à remonter. Oui, j'arrive pas à les rattraper. Voilà, c'est ça. Je n'arrive pas à rattraper les grands et les parents parce qu'ils sont devant et parce qu'ils sont plus grands, mais Oui, aussi ma propre compétence à marcher, courir, crapahuter sur un espace qui est un espace difficile pour ma course, puisque ça monte, ça descend, et que j'ai des petites jambes et que je n'y arrive pas. J'appelle mm, au secours et ils mm, ne viennent pas. Donc vous racontez deux choses. Vous racontez la peur de l'abandon, et vous racontez votre incompétence à pouvoir courir et à pouvoir les rattraper et à pouvoir aussi cheminer seul puisque c'est vallonné et difficile pour la petite fille que vous êtes. Et ce rêve raconte formidablement ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée de vous incompétente qui fait que vous êtes agrippé à celui qui pourra vous remplir, et à défaut de celui qui pourrait vous remplir par le biais de son amour, de ses compliments ou de sa sexualité, eh bien par le biais de quelque chose qui vous remplirait et qui vous a fait naturellement sombrer dans l'alcool pour vous remplir, pour appeler au secours aussi, pour qu'il oui, vienne vous oui, parce aider. que je suis allée avec l'alcool avec.
les pompiers. Au début, c'était pour lui faire voir je suis en souffrance, C'est ça, ça va pas. c'est un mécanisme d'autodestruction qui a pour but Oui, d'alerter l'autre, c'est comme un appel au mm, secours, oui. qui a pour but d'alerter l'autre pour qu'il fasse sa mission de soins, qui ne s'adresse en réalité pas à cet homme au Mais départ. bon, je l'ai fait 3 fois. Et la troisième fois, il m'a dit, il voulait même plus venir me rechercher. Il m'a dit, c'est pas grave, je m'habitue. Mais vous savez, c'est assez cruel, hein, mais il n'empêche que c'est ce qui fait que vous ne l'avez pas fait une quatrième fois. Parce que sinon, vous vous seriez mis dans des situations où à chaque fois, votre carte maîtresse pour garder le lien serait de vous faire du mal. Et là, c'est pas lui qui est cruel, c'est vous qui êtes particulièrement cruel avec vous. Parce que vous vous faites du mal pour attirer, c'est-à-dire vous développez, j'allais dire, une idée de pouvoir par le biais de l'autodestruction que vous opérez sur Mm. vous, Oui, plutôt bah, qu'une idée, c'était ça, hein. de pouvoir en cherchant les moyens d'une autonomie, d'une réjouissance, de lien social. Vous voyez, vous êtes dans une région qui n'est pas votre région d'origine. Pour autant, il y a du monde, des gens à rencontrer, des liens à créer. Et au lieu de cela, vous sombrez, vous peinez à trouver le moyen parce que vous attendez encore, comme si vous pensiez que si vous rencontrez des gens, lui ne viendra plus puisqu'il n'aura plus de mission. Il n'y a que si vous êtes seul, ou si lui est seul, c'est-à-dire si vous êtes tous les deux très abîmés et très en difficulté, vous allez vous réunir. Mais l'amour n'est pas c'est pas l'association de malfaiteurs, c'est pas Mm. l'association de souffrance, c'est la compétence que chacun a, même si elle est toute relative, mais on a tous un peu quelque chose qui nous permettra d'offrir des choses à l'autre et pas simplement d'attendre seulement que l'autre nous permette de survivre. Hein. On est là pour vivre de concert, vivre ensemble, Oui, parce s'apporter. qu'en fait, moi, c'était de la survie, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors Daniel, je Mais crois que... par contre, ce que je comprenais pas, c'est que un soir avec de l'alcool, on était dans un bar et bah, pour une fois, je me lâchais. Je draguais un autre homme, mais par contre, il était jaloux. Mhm. Donc, j'arrivais pas à comprendre au final. Vous n'arrivez pas à comprendre quoi? Euh, Qu'un jeune pourquoi il s'intéresse aurait à vous? été, pourquoi il aurait été jaloux? Ah, il était jaloux, d'accord. J'entendais jeune, je ne comprenais pas ce que vous disiez. Ben, il était jaloux parce que, encore une fois, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il est lui-même dépendant. Quand il est avec quelqu'un d'autre dont il est dépendant, il n'est plus pas dans la difficulté, mais dans la mesure où il est dans le doute lui-même de se retrouver sur le carreau, sentir que celle qui peut remplir un peu de ce lien et de sécurité pour lui s'intéresse à quelqu'un d'autre, eh bien, à ce moment-là, il revit certainement ce qui est à l'origine de sa propre dépendance, c'est-à-dire le sentiment d'abandon. Certainement Ouais, que je crois cet que, homme, cet homme comme vous a dû souffrir aussi de la notion d'abandon. Et quand il ben, vous je voit, pense que vous avez tout à fait raison. Parce que quand il a eu cette femme-là, en même temps, il avait tout retrouvé des copains. Et une fois, il regardait des belles voitures et je lui dis si t'as ta copine à choisir ou la voiture? Oh, bah, c'est la voiture tout de suite. Et puis en même temps, il me disait oh non, moi, je veux plus une femme qui me dise je fais comme ci, je fais comme ça. Parce que je le limitais sur l'argent, parce que c'était quelqu'un qui dépensait de son côté. Et justement, là, c'est comme vous disiez, là, j'arrive pas à comprendre. oui, Donc, il lui faut quelqu'un mais parce qu'il est, comme un garde-fou, mais en même temps, il veut pas l'écouter. mais oui, mais parce qu'il est d'une certaine manière, et c'est pour ça que vous vous êtes, j'allais dire, bien rencontrés, c'est que tous les deux, vous êtes dans des mécanismes de souffrance tout seul. Vous peinez à vous porter Ah tout ouais, seul. ouais. Et vous vous unissez pour vous sécuriser. Et il est temps aujourd'hui que vous compreniez que ça ne vient pas de cette histoire avec cet homme, que c'est bien antérieur à cela, parce que vous avez été une petite fille euh, pas suffisamment aimée en sécurité, au sens de la sécurité offerte. Surtout par mon père, en Voilà, fait. et que vous êtes toujours dans l'attente qu'on vienne et qu'on vous secourt, au lieu de vous lever, de marcher, même si la route est un peu vallonnée, un peu difficile, mais de marcher vers votre vie, vers d'autres rencontres, vers des amitiés, vers un petit boulot ou je ne sais quoi. Enfin bon, évidemment, le temps passe et tout ça devient difficile, évidemment, mais peu importe, en tout cas, euh, vous mettre dans une vie où vous n'êtes pas dans l'attente de l'autre qui va vous faire survivre. Ouais.
Alors Oui, Daniel, parce que... Oui, ben, excusez-moi. non, je vous en prie. On s'est dit beaucoup de choses et on pourrait en dire encore et encore, mais à trop Mhm. en dire, on tire trop de pistes à la fois et on se, Ben, on c'est se perd. disons que j'ai eu beaucoup de frustration depuis ce temps. Mais oui, je comprends. Donc, Beaucoup de manque en soi. et je crois que c'est réfléchir à pourquoi j'attends encore mon père et ma mère d'une certaine manière. En Pourquoi, plus, ils sont encore vivants, mais on se parle plus. voilà. Ben, je crois que il y a quelque chose à assainir avec eux pour pouvoir assainir vos relations. Mais avec mon père, c'est pas possible. Oui, mais vous savez, quand c'est pas possible, alors d'abord ils sont vivants, on peut se réfléchir si ça n'est vraiment pas possible. Et si ça n'est pas possible, parfois il est intéressant de, d'écrire des choses pour que, Je oh, sais, j'étais partie 8 jours dans un centre pour dépressifs. C'est ce qu'on m'avait dit de faire, mais bon, c'est pas fait. eh bien, voilà, ne restez pas à attendre. Faites et Que mon père est tellement dans une rogne, c'est quelqu'un qui est très très dur. mais peut-être qu'à ce moment-là, il ne faut pas lui adresser réellement, mais en tout cas l'écrire, le mettre dans une enveloppe sans adresse et sans nom, et le poster pour que vous ayez pu dire des choses. Parce que là, vous restez en attente et en attente. Et du coup, vous recréez ça dans vos relations amoureuses. Et C'est je sûr vous que je assure que redoute le moment qu'on va me dire que l'un ou l'autre doit être parti, quoi. exactement, mais peut-être que vous pouvez dire, un jour vous ne serez plus là, et c'est dommage parce qu'on se sera complètement loupé. Ah bah Et ça peut-être fait que déjà si plus de lui, 7 ans, hein. si lui est très en rogne, peut-être faut-il écrire à votre maman pour lui dire que un jour ils vont partir et ils vont Oui, mais partir avant vous. une fois que je les avais appelés, de toute façon, il en a tellement voulu à ma mère. Oh là là, il l'a tiré par les cheveux, il l'a poussé dehors. Donc, c'est pas la Ah, mais peine d'insister, quoi. alors peut-être pas insister, mais alors comme je vous le disais, écrire pour vous, écrire en lui postant la lettre sans nom, mais poster la lettre pour faire un acte. Ça peut être écrire pour dire je vous quitte, parce que c'est plus eux qui vous quittent, c'est plus eux Oui, qui sont devant, mais écrire, dire pour quelle raison vous les quittez, parce qu'il est temps maintenant que vous alliez, que vous écriviez, que vous marchiez sur votre chemin, écriviez votre vie, vos relations, mais pas attendre. Vous êtes toujours à attendre qu'ils viennent vous rechercher. Et peut-être faut-il que vous écriviez votre compétence aujourd'hui ou votre envie de les quitter. Voilà, Daniel, je vous laisse réfléchir. je vous remercie. C'est Je- Catherine, Oui, c'est Catherine, c'est ça. hein? Mm. Ben, merci beaucoup. Je Je vous en vous prie. embrasse. Moi aussi, je vous embrasse, Daniel. Prenez grand soin de vous. Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1. Et maintenant, nous accueillons Marie-Josée. Bonsoir, Marie-Josée. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors, Marie-Josée, dites-moi, de quoi nous parlez-vous? Alors, je vais vite planter le décor. Allez-y, on plante le décor. C'est c'est surtout un sentiment amoureux. D'accord, Voilà, que je vous explique. dites-moi. Il y a 2 ans parce que ça fait des années que je me retrouvais seule. Et il y a 2 ans que j'ai rencontré quelqu'un. D'accord, Et il me paraît, enfin, pas qu'il me paraissait, il était très très gentil, protecteur. Je vous précise, je suis non-voyante, hein. d'accord, Voilà. Et il était protecteur, serviable, gentil comme tout. Euh, et moi, au fil du temps, je me suis attachée à lui. très bien. Et oui, mais la nouvelle que j'ai découverte, car je ne savais pas au début, enfin, peut-être qu'il me cachait aussi, moi je sais pas. Euh, il fume, enfin je sais pas comment on appelle ça, parce que moi je fume pas, c'est de la coke, hein. Alors, il fume ou c'est de la coke? C'est pas tout à fait pareil, mais bon, peu importe. En tout cas, il prend une drogue. Voilà.
Et Ça, vous devez une savoir fois, s'il fume. C'est un truc qu'il fume ou pas? si, il fume. Alors, c'est pas de la coke, c'est un peu moins fort, heureusement. Enfin, moi, je connais rien là-dedans. C'est nettement moins fort. Fume la cigarette, c'est déjà pas mal. Oui. Bon. Et quand je lui ai posé la question, il me disait non quand je l'ai connu. Et après, à force d'aller chez lui, j'ai fini par comprendre il commençait à fumer. Mais au départ, je me suis dit, bon, c'est peut-être un plaisir, il a envie de se détendre, pourquoi pas. Mhm. Bon. Et après, j'ai fini par comprendre que ça devenait euh, souvent. Mhm. Et c'était quand il est, vous savez, quand il est à jeun, il fume pas, mais quand il a bu, c'est là qu'il est souvent en Mhm. demande. Mhm. Et ça me fait un peu souffrir parce que quand il est à jeun, quand je le vois comme ça, on a l'impression, un couple, voilà, je me dis, bon, je suis bien tombée, mais après, quand il a bu, il est là-dedans, donc ça me fait un peu souffrir. Et en plus, j'ai du mal à, j'arrive, je me, quand, parce que je vais chez lui quelques jours, il a du mal à me laisser revenir chez moi. Il, peut-être qu'il m'aime, il me montre pas, mais moi je sais que je l'aime, mais il me montre pas qu'il m'aime. C'est possible, hein. Bah, Mais puisqu'il quand puisqu'il vous, j'arrive chez moi, puisqu'il veut pas que vous rentriez chez vous, vous avez le sentiment que c'est pas par amour, que ça c'est par par dépend. amour, par amour, par D'accord. amour. Donc vous avez quand même le sentiment qu'il vous aime, puisqu'il veut pas que vous rentriez. Il est attaché à Il vous. me montre pas, il me montre pas. Mhm. Mais moi je pense. Mais par exemple, cet après-midi, on était ensemble et il me dit, ben écoute, chaque fois quand tu rentres chez toi, tu m'appelles pour me dire que tu es bien rentré et demain on se voit. Donc j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Mais il y a des moments, Catherine, j'ai réfléchi, mais j'ai envie de prendre du recul, de le quitter, mais je n'arrive pas. Alors en fait, ce que je n'arrive pas bien à comprendre, c'est que vous me dites que vous l'aimez, vous avez le sentiment qu'il vous aime. Qu'est-ce qui fait que vous voudriez le quitter? C'est cette dépendance au cannabis, donc à ce qu'il fume? Voilà, c'est Et, ça. et pourquoi cette dépendance au cannabis je suis pas en train de faire du prosélytisme du tout du cannabis, mais on n'est pas dans le cadre de l'alcoolisme qui, du coup, fait de la violence. On n'est pas dans le Non, cadre de non, la... non, non, il n'est pas violent, hein. Voilà, on Non. n'est pas non plus dans le cas de la cocaïne qui fait aussi l'agressivité et la violence. Ça ne veut pas dire que c'est chouette, que ce soit bien, même si d'ailleurs ce n'était que des cigarettes. On peut comprendre que ce n'est pas bien ni pour sa santé. Mais qu'est-ce qui vous perturbe là-dedans? Ce que je n'arrive pas pour l'instant à comprendre, c'est en quoi ça Ben, vous impacte. mais ça m'impacte parce que si il accepterait de se faire soigner, d'arrêter je sais pas moi, parce que le cannabis, Est-ce que c'est parce que ça vous fait peur, comme vous savez que c'est une drogue, vous avez peur de cette drogue, vous avez peur des conséquences, qu'est-ce que vous en savez exactement? Parce que vous disiez, je ne sais ben, pas exactement ce que c'est-à-dire c'est. que ça me fait peur un peu, parce que plus qu'il est dedans, c'est plus qu'il en veut, et il met tout, si vous voulez, tout l'argent passe là-dedans. Et D'accord. c'est ça, voilà. Il vous semble Et pas fiable d'une certaine manière, parce que cette consommation fait voilà, qu'il dépense de l'argent, fait qu'il est plus intéressé par ça que par une organisation de vie un peu voilà, à faire des choses saines, etc. Il est un peu en boucle voilà, sur lui, il se replie d'une certaine manière voilà. dans ce truc un peu vaseux, Oui. planant que lui offrent Mm, ses joints. mm. Et Et je, vous avez le sentiment que ça le détourne de vous, qu'il est oui, moins oui, attentif? oui,
Oui, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en fait, vous Oui, oui. voulez quitter parce que vous avez perdu son attention, c'est ça? Oui. Mais le problème, j'arrive pas. Et je veux prendre du recul. Des fois, je me dis, bon, je vais rester 2, 3 jours, 4 jours sans l'appeler. Comme ça, peut-être que Alors, ça va lui ça va lui quoi? Pardon. servir de leçon. Nous servir de leçon. Alors, si vous le permettez, Marie-Josée, nous allons prendre un peu de recul, nous aussi, avec une petite pause pub, et on Hmm. revient sur ce que vous êtes en train de me dire. D'accord. Merci. La libre antenne d'Europe 1. Catherine Blanc. Marie-Josée, nous continuons et terminons cette émission avec vous. Donc, vous étiez en train de me dire que vous aviez pris le choix, enfin fait la décision, oh, je dis n'importe quoi maintenant, excusez-moi, décidé de prendre un peu de distance avec lui et pour un peu qu'il réalise qu'il risquait de vous perdre s'il poursuivait dans sa consommation de cannabis. C'est cela, Mais je hein? lui ai déjà dit, hein. Pardon? Je lui ai déjà, Oui? je lui ai déjà dit, hein. Et Si alors? tu continues, tu vas me perdre. Et alors Bah, apparemment, ça ça n'a pas change rien? l'air trop. Non, Non. ça change, ça le touche pas. Bon. Et vous, est-ce que vous le désaimez aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que vous n'êtes plus aimé de lui et que vous ne l'aimez plus non plus? Non, je l'aime toujours. D'accord. Alors, évidemment que j'entends donc comme vous l'aimez et comme vous avez sans doute un peu aussi besoin de lui, de son amour, vous voudriez que la relation ne soit pas encombrée de son addiction. Il Mm, ne veut pas se faire soigner du tout. mm. Il nie son addiction. Ben, j'ai essayé de discuter avec lui, mais tant qu'il est à jeun, c'est un ange. Il a de la valeur, il a tout ce qu'il faut, toutes les capacités. Donc Mais une fois, c'est l'alcool en fait qui vient tout euh, abîmer. et le cannabis. Oui, mais encore le cannabis, ça ne rend pas agressif. C'est plutôt l'alcool Mais je qui. fais pas la différence, Bien Catherine, sûr, parce qu'il les met entre la ensemble. coque, Hmm, la cam et tout. Je hmm. connais pas. Oui, je comprends bien. Bon, en tout cas, de toute façon, on se fout presque de savoir à quoi est-il addict, mais cette addiction fait que il se transforme, non pas en démon, mais il passe de la partie ange de lui-même que vous aimez tant à un homme avec lequel vous n'avez pas de plaisir d'échange. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que d'après ce que je comprends, vous ne vivez pas ensemble, vous avez chacun votre appartement, Ah oui, quand il est comme ça, hmm, vous rentrez chez vous? bien sûr. Bien sûr. Je suis pas contente. Il sait d'ailleurs pourquoi. Je suis très en colère. Je rentre chez moi. Et après, c'est lui qui Et vous recontacte? Ou c'est vous oui, qui. oui, 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 bien sûr. C'est lui. Mais oui. Alors, je suis prise. Je sais pas comment vous dire. Euh, il m'aime, ça, j'en suis certaine. Mais il me montre pas. Mais moi, là-dedans aussi, c'est réciproque. Mais si vous voulez, euh, Et est-ce qu'il serait possible de lui dire, écoute, je voudrais qu'on aille tous les deux voir un médecin, un addictologue, pour en parler, pour qu'on voit si. Parce que peut-être que vous prêchez le veau pour savoir le vrai, mais vous pouvez dire, peut-être que moi je me fais des idées, que ce n'est pas si grave que ça, mais peut-être que toi tu ne réalises pas, que tu te mets en danger, que tu nous mets en danger. Et si tu m'aimes, accorde-moi la possibilité. je vais essayer. Je Voilà, vais je essayer. pense que ça serait une bonne idée, Marie-Josée, parce que Hum, ça vous permettrait d'avoir d'abord un moyen d'échanger avec lui, avec un tiers qui hum, serait présent, qui serait un médecin addictologue, ce serait l'idéal, sinon un psychologue spécialisé dans l'addictologie ou dans tout ce qui est troubles alimentaires. d'accord. Et comme ça vous permettrait d'échanger ensemble Hum, et de lui faire d'avoir la pression d'un spécialiste qui pourrait lui dire les bien risques sûr. pour lui Hum, et pour votre couple. hum. Je vais essayer. Je n'ai pas encore parlé ce sujet avec lui. Je vais essayer. Parce- Mais après, je vous le dis franchement, s'il refuse tout,
Eh bien, quitte à ce que je souffre, quitte à ce que ça me fait mal, mais je vais être obligée de le le quitter. quitter. Mais à ce Oui. moment-là, il faut lui dire, voilà, le marché est en main, c'est en tendresse que je te dis ça. Je te propose d'aller voir quelqu'un tous les deux. Je t'y accompagne. Maintenant, si tu ne veux pas, c'est que tu considères que notre relation n'est pas importante et auquel cas je te quitte. Et comme ça, les Très choses bien. sont claires. Je vous Très souhaite, bien, Catherine. je vous souhaite une très très bonne soirée, Merci, Marie-Josée. Catherine, de Prenez m'avoir grand soin. écoutée. Je vous en prie. Au revoir. Merci Au revoir, beaucoup. Marie-Josée. Au revoir. Eh bien voilà, la libre antenne est terminée, mais nous nous retrouvons demain si vous le voulez bien. Ce sera d'ailleurs notre dernière soirée ensemble, aussi veillons à ne pas rater ce rendez-vous, même si bien sûr la libre antenne, elle, poursuit invariablement sa route, qui que soit derrière son micro. Je vous souhaite à présent à tous et à toutes une douce nuit et de beaux rêves, et je remercie, avec un petit clin d'œil avant de quitter cette antenne, Lucien, notre jeune réalisateur, qui s'est emparé avec brio des manettes de la réalisation sous l'œil bienveillant de Frédéric Dervin.